Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette discussion. Bon, déjà, tu vas nous parler de toi parce que tu as un parcours hyper intéressant et je suis sûre qu'il va inspirer plein de gens. Tu as, de par ce parcours, une expertise, je dirais, assez transversale et une expertise sur des micro-sujets de par ce que tu as déployé chez The Couples. Donc, on va essayer ensuite de rentrer sur 3 des projets que tu as préféré déployer, un projet qui s'est un peu moins bien passé, parce que malheureusement, on va pas pouvoir parler de toute ta vie, même si j'adorerais, mais on va essayer de structurer ça comme ça et de donner le maximum d'infos à ceux qui nous écoutent. Donc, Nam, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Très bien, merci beaucoup Marine en tout cas pour l'invitation. Je suis ravi de partager ce moment-là avec toi et j'adore parler de moi, donc ça tombe bien. Finalement, on va pouvoir y aller. Comme tu le disais, donc j'ai pas la prétention d'avoir une vie inspirante, mais il m'est arrivé quelques bricoles et des petites aventures tout au long de mon parcours et c'est vrai que finalement j'ai une petite histoire à raconter et que j'aime bien la partager parce que finalement c'est des choses qui nous parlent un peu à tous. Et dans les métiers qu'on fait, donc de l'expérience client et de la customer experience, il y a quand même des expériences de vie qui parfois peuvent faire des échos à des situations personnelles et également à des situations professionnelles pour beaucoup de personnes. Alors, donc moi je suis Nam Tran, je suis effectivement un expert de la relation client et de l'expérience client depuis maintenant 7 belles années. J'ai eu la chance d'officier dans une maison de prêt-à-porter premium, la maison The Couples, que tu connais peut-être, Marine, peut-être que tu es même cliente de chez nous. Oui, je l'ai été. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez vous. Je crois que la dernière pièce que j'ai achetée, ça devait être un manteau. Ah, bah, très bien. J'irai vérifier ça quand même dans la base de données. Alors, donc moi l'histoire commence il y a maintenant 7 ans et demi, à l'époque où j'étais encore étudiant. Marine, étudiant en management et développement international. Donc je cherchais à l'époque un stage de fin d'études et j'étais également un féru de la marque The Couples, une marque que j'affectionnais beaucoup de par les valeurs et l'ADN de marque qu'elle véhiculait. Et voilà, donc le meilleur client de la ville. Donc moi je l'ai pas précisé, mais je suis originaire de la ville de Besançon. Voilà, je Ok. sais que peu de monde situe cette ville sur une carte. En général, Mais si. en général, tu sais, sur la météo, en général, ils te disent il fait 40 degrés partout en France et il fait 0 degré à Besançon. Voilà, donc c'est à peu près là que ça se situe. Donc voilà, je suis le meilleur client de la ville de Besançon. Et un jour, il m'arrive une petite bricole, Marine, en fait. Tout simplement, je suis sur le site de The Couples. Je navigue et je veux ajouter à mon panier une pièce que je recherche depuis longtemps, donc un cuir en l'occurrence. Et au moment de passer la commande, tu sais, patatras, le panier se vide, le produit n'est plus disponible et là, on tombe sur un client en plus qui est un client VIP, un client très frustré. Voilà, donc c'est un peu une expérience un peu douloureuse pour moi. Je sais qu'il y a pire dans la vie, hein, je te rassure. Mais, mais à l'époque, en tout cas, j'étais assez frustré. Donc, je me permets d'écrire à la marque. Je me permets d'écrire à la marque un long email qui fait 4 pages, un long email où je décris un peu la situation, où j'en profite aussi pour parler de mon expérience avec la marque, parce que il me paraît important déjà à l'époque de partager un petit peu l'expérience que j'ai avec la maison. De parler aussi, tu sais, de mon attachement à la marque et du fait que je cherchais la pièce depuis un moment. Voilà, dans le but de convaincre la marque de me trouver la pièce, hein, finalement, j'essaie de les avoir un peu à Bien sûr. l'affect.
Et je reçois en fait, Marine, une réponse assez hallucinante à l'époque, hein, voilà, une réponse très simple. Bonjour Nam, les ventes privées sont terminées, au revoir, quoi. Voilà, quoi. Hmm. Première grosse déception par rapport à la marque. Donc à ce moment-là, tu te mets un peu dans les bottes du client qui en fait finalement se dit on ne prend pas en compte mes attentes, ma demande et en plus on ne prend pas en compte mon statut parce que finalement tu te considères en tout cas comme un des meilleurs clients et on ne propose pas une solution sur mesure ni appropriée en tout cas à ce que tu demandes. Donc énorme frustration à l'époque, au point où je considère même à l'époque d'abandonner finalement la marque, tu vois, de me dire Hmm. est-ce que c'est par rapport moi à mon niveau d'attente quelque chose que je peux tolérer en tant que meilleur client? Non. Donc tu vois, je commence un petit peu à me détacher de la marque, c'est à ce point-là. Comble du hasard, et c'est là que je te dis là, dans la vie les choses sont assez bien faites. Une offre de stage arrive sur une plateforme de recrutement en relation client. Voilà, en relation Hmm. client et en digital chez The Couples. Donc là, tu vois, ni une ni deux, j'ai un peu cette petite étincelle qui me dit c'est l'occasion pour toi de bosser pour une marque que tu affectionnes beaucoup. Et ça, dans la vie, je pense que c'est quelque chose et une opportunité qu'il faut saisir parce que ça n'arrive pas tout le temps. Et surtout, un projet et un domaine dans lequel toi, tu vas pouvoir apporter un peu ton œil vif de client déjà premièrement et un peu voilà une expertise que tu vas pouvoir amener ensuite à un projet un peu plus vaste, un peu plus large, donc c'est-à-dire améliorer l'expérience client dans une marque de prêt-à-porter premium. Donc ça a commencé comme ça, voilà en fait. Donc j'ai postulé et je pense que 2-3 jours plus tard, il me demandait de venir pour occuper le poste. Ok, cool. Et donc, du coup, le poste, après, il était à Paris. Donc, t'as quitté Besançon pour monter à Paris. J'ai commencé à Paris et maintenant 7 ans et demi, comme je te le disais, donc dans un poste Hmm. très opérationnel. Donc le premier poste que j'ai occupé, finalement, il était vraiment, et le rôle en tout cas de ce poste-là était de traiter vraiment toutes les demandes des clients nationaux et internationaux, pardon, de la marque, donc via tous les canaux de communication. Donc à l'époque, Ok. je vais te faire un peu la liste, mais tu vois, c'était typiquement du phoning, du mailing, du chat, du réseau social, du forum d'avis, enfin voilà, toutes ces plateformes-là où finalement le client peut s'exprimer et tous les touchpoints que le client peut avoir avec la marque. Hmm. Et mon rôle, voilà, c'était, donc je te le dis, très opérationnel, se dire que finalement j'étais un peu le relais de la marque sur la relation client. Donc il a fallu un peu mettre les mains dans le cambouis, se retrousser les manches et se dire que il fallait bien quelqu'un pour répondre à tous ces clients qui à l'époque voilà avaient quelques griefs contre la marque. Donc c'était de la relation client assez tournée et savée. C'est-à-dire que tu vois, il Hmm. y avait peu finalement cette notion de d'avant-vente et de l'accompagnement à la vente à l'époque. Et finalement, je vais pas te mentir, je pense que dans 95% des cas, les clients qui te contactaient également pour un suivi de commande qui s'était mal passé, pour une perte de colis, pour un remboursement qui tardait trop. Enfin, voilà, toutes ces problématiques clients que tu peux rencontrer sur de l'après-vente. Ok, donc en fait, sans le savoir, ils ont un peu fait rentrer le loup dans la bergerie. Donc ce client qui était du coup un client VIP et qui a été un client mécontent à un moment, fortement mécontent. Mhm. Et du coup, quand tu es arrivé, euh, il n'y avait rien qui existait. Parce que la marque, elle est plutôt récente. Est-ce que juste tu peux nous faire un petit topo sur l'historique de la marque? Parce que Oui, bien qu'on se sûr. mette bien les choses en termes de temporalité par rapport à toi, ton expérience quand tu es arrivé, l'âge de la marque à ce moment-là, Bien etc. sûr. Aujourd'hui, dans le paysage du prêt-à-porter français, c'est une marque qui a 12 ans. Et quand tu regardes le paysage du prêt-à-porter français premium, il y a peu de marques hein, qui ont émergé ces dernières années et qui ont connu un tel succès. Donc, elle a 12 ans, elle a commencé en France, donc parce que les gens ont un peu tendance à faire l'amalgame sur une marque un peu londonienne, vu que le nom et le Hmm. naming fait très appel justement enfin, comme un groupe de rock londonien, tu vois, il y a un peu l'amalgame qui est fait à ce niveau-là, mais c'est français. Ça a été fondé par une famille française, la famille Elisha, qui est liée à Comptoir des Cotonniers. En fait, c'est les trois C'est frères. ça, ouais, ce que je m'étais noté. C'est ça, oui. Mais du coup, honnêtement, ils n'ont pas commencé from scratch. Ah non, 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 effectivement, c'est une famille qui a un gros historique sur le prêt-à-porter premium, là où en fait les parents de la famille Elisha, donc Tony et Georgette, avaient fondé Comptoir des Cotonniers.
donc tu vois un acteur bien connu du Ouais. prêt-à-porter et ensuite donc les trois frères Elisha, la fratrie, a fondé The Couples en ayant cet héritage-là. Donc oui, ils ne partaient pas de rien pour le coup. D'accord, d'accord. Ouais, donc ça leur a peut-être permis d'aller plus vite, en tout cas, sur le marché. C'est ça et la marque donc s'est construite en France. Le premier marché a été français. Comme je le disais, en fait, les gens pensent que c'est une marque internationale de base, mais non, c'est une marque française et elle s'est internationalisée avec le temps, donc avec une expansion en Europe dans un premier temps, une expansion ensuite vers les États-Unis et l'Asie dernièrement et là dernièrement aussi, pour te donner un peu l'historique, la marque s'est fait racheter par le groupe Moss Frères, donc l'année dernière, Mmh. qui elle détient voilà, des marques de prêt-à-porter assez connues comme Lacoste, Gant et Aigle, entre autres. Voilà. OK, très bien. Voilà, pour finir juste en quelques mots, la marque, elle se définirait comme une marque de prêt-à-porter premium qui habille autant les hommes et la femme. Donc il y a effectivement cette notion de vestiaire partagé, cette notion de shopping que tu peux faire à deux, qui est assez intéressante finalement. Donc là où monsieur et madame peuvent aller dans la même boutique et partager un petit peu leurs envies shopping. Cette notion un peu d'unisexe, là où en fait tu peux aussi emprunter Mmh. peut-être la veste de monsieur, la chemise de monsieur. Donc ça s'applique un peu moins à l'inverse, tu vois. J'ai pas essayé encore si le monsieur peut emprunter la robe ou autre. Chacun fait ce qu'il veut, après, voilà, dans l'intimité ou autre. Mais voilà, il y a un peu cette notion de vestiaire partagé et de shopping un peu unifié à deux. Donc c'est un peu le concept. Voilà. D'accord, et donc du coup, quand tu es arrivé, qu'est-ce qui existait en termes de relations clients? Alors, c'était assez effectivement très basique. J'ai envie de te dire que à l'époque, la société considérait la relation client comme un centre de contact et de traitement SAV, comme je le disais, des problématiques qui sont Mmh. vraiment liées à la prévente. En termes de structure, finalement, c'était assez basique aussi parce qu'il n'y avait qu'une personne finalement pour traiter la relation client, donc c'était moi en fait finalement. Donc des Mmh. choses qui sont assez opérationnelles dans mes missions. Donc comme je te le disais, hein, il y a finalement un quotidien qui se partageait entre décrocher le téléphone, faire du live chat pour les clients qui étaient présents sur le site, répondre à des emails, être présent sur les réseaux sociaux, éteindre un peu les incendies partout où il y en avait. Donc c'était un peu un rôle de pompier à l'époque. Je vais pas te le cacher, donc assez basique. Je t'imagine en pompier là, excuse-moi pendant Doucement, Marine. Je plaisante. Donc voilà, tu vois, c'était vraiment se dire, on met des pansements là où ça fait un peu mal, mais le service se structurait à l'époque et les canaux de communication qu'on avait déjà à l'époque, je trouvais étaient assez avant-gardistes parce Ben que ouais. le live chat Mmh. finalement, tu vois, c'est quelque chose qu'on avait lancé assez tôt, donc on parle quand même d'une époque qui a 7 ans, mais il y avait un peu cette notion vraiment d'avant-garde dans la façon dont les outils étaient utilisés et étaient mis en avant, parce que tu vois, je sais que la société, en tout cas la boîte, a jamais été, on va dire, réfractaire à utiliser des nouvelles technos. Donc ça, c'est un peu dans l'ADN de marque, tu vois. Une des valeurs de la marque, Ouais. c'est d'être assez anticonformiste. Et je pense que même dans le choix des outils et dans le choix de faire, en tout cas, il y a cette notion de ne pas avoir peur d'y aller. Donc, voilà, je pense un des, euh, un des outils qu'on utilisait à l'époque et qui a été assez avant-gardiste, c'était le live chat. Donc, on parle vraiment, je te le dis encore une fois, de 2013, il y a 7 ans, et les gens Non mais étaient bien plus sûr. habitués. Donc voilà, situation un petit peu finalement, on va dire assez basique, encore une fois, dans la façon de faire et dans la façon de se structurer, mais voilà, assez prometteuse. Tu te dis que Mmh. le défi est large, le défi est grand, et que avec un peu d'huile de coude, de motivation et d'envie, tu peux te dire que tu peux faire des belles choses, en tout cas. Bah carrément, et du coup, c'est ce que tu as fait? Bah écoute, en tout cas, voilà, je me suis retroussé les manches, ça c'est sûr. J'ai mis un peu d'huile de coude, ça c'est sûr, beaucoup. Petit à petit, effectivement, avec les équipes et avec aussi les bonnes personnes, tu arrives à structurer un service. Donc, tu te dis que finalement, c'est une activité de volume. Donc, qu'il faut mettre en face de ces volumes-là des ressources, que tu vas structurer le service en interne et aussi l'externaliser pour te dire que finalement, tu vas atteindre des KPIs de traitement de base. Encore une fois, comme c'est un métier de volume,
tu as déjà des échéances et des KPIs de traitement qu'il faut atteindre assez vite. Donc en termes d'SLA, tu sais, ça va être des choses assez basiques, hein, donc des taux de décroché qui vont devoir augmenter finalement assez rapidement, des délais de traitement qui vont devoir aussi s'améliorer assez rapidement, des délais d'attente, des taux de réitération que tu vas aussi monitorer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai un peu pris en compte. Et comme je te l'ai dit, c'est un peu une façon de structurer le service qui va être assez importante. Donc c'est savoir se dire, ok, la compétence en interne, on peut la garder sur des sujets un peu délicats, des sujets un peu touchy, donc comme sur des remboursements, tu vois, sur des litiges de niveau 3, sur des motifs un peu cross-canal qui vont toucher aussi du retail. Donc ça, le savoir, tu vas le garder in-house, mais quand tu vas aussi pouvoir délocaliser une grosse partie de ta relation client, ça va être sur des demandes un peu plus à faible valeur ajoutée, j'ai envie de te dire, sur du suivi de Mm. commande, sur du suivi de retour, sur du suivi de remboursement. Donc des problématiques qui sont assez répétitives et assez fréquentes à l'époque, et que là, tu vas pouvoir externaliser vers un centre de contact. Donc c'est ce qu'on a fait, par exemple, tu vois. Ouais. Mm. D'accord. Donc tu hiérarchises en fait tes tickets en fonction très clairement hein, de leur valeur ajoutée et du coup tu attribues un type de ressources en fonction de la typologie de ces tickets. C'est ça, vraiment. Tu vois, où sur un suivi basique de retour, tu vas pouvoir avoir une sorte de scénario qui va s'appliquer et finalement un guide de conversation qui va pouvoir être suivi par un conseiller externalisé. Et là où sur un contact avant-vente, tu peux avoir une valeur ajoutée à avoir le savoir en interne, donc avec des personnes qui peut-être ont passé du temps en boutique, ont passé du temps sur le site et sont dans un quotidien qui est au siège. Là, tu vas garder justement les compétences au siège. Donc tu vois, par exemple, les conseillers qui étaient en interne chez moi géraient dans un premier temps toute la partie live chat. Parce que sur la partie live chat, comme tu as un point de contact qui est ancré sur le site et qui est bien ciblé sur des moments de ta customer journey, donc par exemple, c'est des ciblages hein, qui se font. Donc toi, Marine, si tu vas sur le site et qu'on voit que tu as passé 30 secondes sur une fiche produit, que tu commences à regarder les détails techniques, que tu regardes un peu les conditions de livraison et de retour, ben là, on va te déclencher Mm. en fait finalement voilà, un e-personal shopper qui va arriver et qui va te demander si tu as besoin d'aide finalement. Et ce savoir-là, comme il a un peu plus de valeur ajoutée, on l'a dans un premier temps en tout cas gardé chez nous. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, justement, ce dont tu parles là, ça nous amène à un des projets que tu as aimé déployer au cours de ton expérience. Oui, exactement. Alors, un des projets qui m'a énormément plu, en tout cas chez The Couple, ça a été, bon, il y a déjà un contexte à donner, hein. C'est vrai que on ne mesurait pas la satisfaction client, tout simplement, Ouais. chez nous. Et un des grands projets auquel j'ai participé et que j'ai eu plaisir en tout cas à mettre en place, c'était la mise en place du premier indicateur de satisfaction client, finalement, qui en plus serait cross-canal, donc important aussi de le souligner, là où en fait on avait besoin, et vraiment c'était le sentiment de la direction, d'avoir une big picture, en tout cas de la satisfaction client sur trois étapes clés du parcours client qui était le post-achat retail, donc savoir un petit peu jauger l'expérience client en magasin. Et ça, il le faisait pas déjà en fait, parce que, ok, on parle de cross-canal, mais du coup, avant sur du multicanal, il mesurait la satisfaction quand même. C'est-à-dire qu'on se basait beaucoup sur du ressenti. Tu vois, il n'y avait pas vraiment d'indicateur clé qui était piloté avec un score et quelque chose qu'on pouvait challenger de semaine en semaine ou même de manière quotidienne. En fait, c'était beaucoup de ressenti et de feedback terrain. Donc, en fait, tu demandais beaucoup l'avis de tes collaborateurs en interne, ce qui est une très bonne chose. Pour le coup, je pense que la vérité vient du terrain et ça, j'en suis convaincu. Mais c'était vraiment, Marine, si tu veux, se dire que aujourd'hui on parle d'un indicateur qui peut évoluer dans le temps et qu'on va un peu garder en tête, donc qui est l'indicateur NPS. Donc, j'allais y Mhm. venir, mais qui est effectivement un indicateur aujourd'hui incontournable en termes de satisfaction client. Mais voilà, qui est un peu universel et qui parle un peu à tout le monde et qui en plus va un peu garder une trace, en tout cas en termes d'évolution dans le temps Ouais. et de challenge, tu vois. C'est ça qui était important de se dire, c'est que les équipes retail euh, se disent, voilà, j'ai un score, je sais exactement mon score à la semaine ou de manière quotidienne, et je peux même me challenger par rapport à d'autres zones, d'autres régions, une moyenne nationale, tu vois. C'était plus ça en fait, se dire que finalement on l'avait structuré pardon d'une façon différente.
C'est vrai parce que, enfin, tu vois, moi, si tu veux qu'on fasse, enfin, je suis pas vieille, mais moi, il y a 7 ans, mes premières expériences pro, j'étais vendeuse chez Comptoir des Cotonniers, chez Mage, D'accord. et à la fin de la semaine, du coup, on faisait un récap au siège en disant, bah, c'est quoi le chiffre d'affaires sur le point de vente, c'est quoi le panier moyen, c'est quoi l'IDV, tout ça, Mhm. et puis tu avais toujours une partie champ libre où tu disais, bon bah voilà, je sais pas, il y a des travaux dans la rue, telle opération a permis d'obtenir ça, etc. Mais c'est vrai que tu n'avais pas d'indicateur Mhm. sur la satisfaction client. Et donc, en fait, c'est ça concrètement ce que vous avez fait. Et en fait, on voyait les stats des autres boutiques et on était là, ah, eux, ils ont fait plus de chiffres que nous. Ah, t'as vu, leur panier moyen, il est plus élevé, Oui. etc. Comment ça se fait, Ouais. machin. Mais il n'y avait pas de satisfaction client. Ouais, mais après, tu vois, je pense qu'il faut pas négliger la partie un peu verbatim Bien boutique, parce sûr. que finalement, enfin, on se rend pas compte, mais je pense que vraiment, c'est pépite pour nous. C'est vraiment, c'est quelque chose que nous, on va pouvoir exploiter et ensuite, j'ai envie de te dire, traduire en traîne conversationnelle et se dire que si c'est des sujets qui en plus reviennent assez souvent et qui sont assez répétitifs, c'est que c'est un sujet clé, tu vois, à améliorer dans l'UX, dans la CX et qui finalement aura des impacts peut-être sur le CA, comme tu dis. Donc ça part de là en fait finalement. Mais oui, pour revenir un petit peu à l'indicateur que nous on a mis en place, c'est de se dire voilà une donnée chiffrée, une stat et une perf qui nous permet voilà d'avoir in fine quand même quelque chose qui permet de challenger positivement toutes les équipes. Donc post-achat retail, post-achat également online via en fait un questionnaire de satisfaction qui va apparaître suite à au passage de ta commande, donc via une pop-up qui va arriver sur ta page de confirmation de commande, et Donc, à également chaud. à chaud, exactement, à chaud, toujours à chaud. Et dernièrement, une enquête qui va arriver, elle, post-contact service client. Encore une fois, elle, dans l'idée de s'améliorer et d'avoir voilà, une amélioration continue sur le post-contact service client. Sur le post-achat retail, comme on se l'est dit, c'était de se dire aujourd'hui, le retail bénéficie d'un indicateur de satisfaction pour se challenger positivement entre les équipes. Donc la mécanique, hein, pour te l'expliquer un petit peu, c'est toi Marine, tu vas en boutique effectuer un achat. On te demande effectivement à la caisse si tu veux être opt-in, si tu veux recevoir nos communications. Hmm. Et on te demande, parce que nous on a un système de e-ticket qui est aussi voilà, un bon argument pour déclencher l'opt-in chez tes clients. On te demande si tu veux Ouais. recevoir voilà, ton ticket par e-ticket, et également on te prévient que tu vas recevoir une enquête de satisfaction très prochainement pour donner ton avis sur la boutique. Donc tu vois, ça c'est déjà un premier contact que tu as avec la marque qui te dit voilà, on a besoin de ton feedback. Si toi, tu veux aussi être un acteur dans l'amélioration continue de l'expérience client chez The Couples, donne ton avis. Voilà. Et il y a combien de personnes? C'est quoi le taux de transfo? Combien de personnes donnent leur avis? Alors, en taux de réponse moyen, en tout cas sur nous, in-house, sur du retail, tu vas être sur du 10 à 12% de taux de réponse. Voilà. D'accord, Après, ok. sur une volumétrie qui est assez variable selon la période commerciale, parce que tu sais que nous, Hmm. on a un calendrier commercial qui est assez rythmé, et en général, voilà, le nombre d'achats et de commandes est pas le même selon la périodicité. Mais oui, le Hmm. taux de réponse moyen, il oscille entre 10 à 12%, en tout cas, sur du post-achat retail. Et donc tu reçois, une fois que tu as effectué ton achat à J, donc le jour même, donc à chaud toujours, Hmm. un questionnaire de satisfaction qui va arriver par email. Et là, tu vas avoir des questions qui seront liées à l'accueil en magasin, sur le dispositif VM, sur l'emballage, C'est sur quoi le dispositif VM? c'est voilà, est-ce que toi tu as été convaincu? Est-ce que toi tu as été satisfait de la disposition en magasin? Est-ce que ça a été assez clair pour toi de voir qu'il y avait une offre peut-être plus business, plus casual, plus C'est le merch en c'est le fait. merch exactement, c'est le merch, c'est ça, Ok. pardon, peut-être que j'ai été un peu trop technique sur le coup, mais non, non, c'est de se dire voilà, est-ce que toi en tant que client tu as pu identifier un petit peu des traceurs qu'on a voulu mettre en avant, ou même si l'offre commerciale a été assez claire pour toi finalement, tu vois, Hmm. c'était un peu l'idée. Et ensuite des questions, comme je te le disais, voilà, sur le packaging, sur le produit. Et ensuite, une question de recommandation, donc la question NPS, sur si tu recommanderais The Couple à tes proches. Et également une question ouverte sur des recommandations que tu pourrais faire, en tout cas, sur l'expérience client en magasin. Donc c'est là qu'effectivement, c'est assez intéressant.
tu vas pouvoir un peu te lâcher. Donc, c'est ce que tu faisais toi chez Comptoir des Cotonniers, Marine. Mais les clients vont pouvoir un peu se lâcher, que ce soit positivement ou négativement d'ailleurs, hein, il y a pas de restriction là-dessus, et qu'on va pouvoir exploiter, nous, voilà, ce qu'on appelle un verbatim client, et qu'on va pouvoir exploiter ensuite pour se dire, voilà, quels sont un peu les thèmes les plus fréquents qui reviennent. Donc, si tu vois que tes clients parlent souvent d'accueil, parlent souvent effectivement de sacherie, de packaging, de promotions qui sont pas assez mis en avant, ben là, c'est des thèmes que tu vas pouvoir remonter directement à la fois au terrain, mais également à la direction. Donc c'est là que ça devient Mm. intéressant, tu vois. C'est vraiment des traînes conversationnelles que tu vas pouvoir, pardon. C'est vraiment des traînes conversationnelles que tu vas pouvoir toi partager avec le comité de direction et qui vont pouvoir avoir normalement des effets positifs sur la chaîne opérationnelle. Donc c'est se dire que si le directeur retail est mis au courant que peut-être il faut pas laisser les portes ouvertes en hiver. Enfin, tu vois, je te donne des exemples, Ouais, hein. ouais, Ça peut être ouais. en hiver parce que pas mal de gens se disent que c'est pas bon pour l'écologie, que finalement l'accueil en magasin c'est quelque chose qui est très apprécié chez nous, donc c'est également un feedback très positif que tu vas pouvoir faire au terrain. Voilà, donc c'est comme je te le disais, c'est pépite pour nous. C'est des choses qu'on peut Mm. partager et qu'on peut exploiter ensuite et mettre à profit pour vraiment améliorer l'expérience client aussi en retail. Donc ça, c'était pour la partie retail. Après, sur la partie plus challenge, qui est ce que nous, on a adoré, en tout cas, et ce qui était un peu l'aboutissement aussi de l'indicateur, c'est qu'aujourd'hui, et je te partage ça, euh, le score NPS, aujourd'hui, fait partie intégrante du système de primes des vendeurs. Donc c'est Mm. dire à quel point voilà ça a pris de l'importance. Donc c'est se dire que aujourd'hui le terrain se challenge positivement sur cet indicateur de satisfaction client pour se dire que ils veulent atteindre voilà c'est assez collectif hein, comme objectif. Ils veulent atteindre voilà cet indicateur de satisfaction. Voilà enfin ils veulent se challenger en tout cas sur cet indicateur et se dire que ça va en plus faire partie de leur système de rémunération. Donc je trouve ça tu vois c'est enfin, en tout cas en termes d'aboutissement et en termes de d'onboarding global sur un indicateur de SAT, c'est génial, tu vois, de se dire que tout le monde joue le jeu et qu'en plus le terrain est challengé positivement sur cet indicateur. Voilà. Ouais, clairement. Et ça a été facile, ça, à mettre en place? Alors, tu parles techniquement ou plus en termes en termes d'onboarding terrain? Les deux. Les 2. Techniquement et tu vois, finalement, très, très facile. Après, tout dépend effectivement toujours, tu connais, hein, c'est la bande passante IT, Ouais. c'est une évangélisation, pardon, en interne de l'outil, auprès de la DSI, mais non, non, honnêtement, moi j'avais la chance, pardon, d'avoir, des équipes DSI qui étaient très orientées clients, donc et des équipes Cool. aussi, des équipes digitales qui étaient très orientées clients aussi, donc pour le coup, à convaincre en interne, c'était pas quelque chose qui a été un frein. J'ai un partenaire donc du coup qui a été formidable qui s'appelle Did You Enjoy, je sais pas si tu connais Marine, Non. qui est une solution effectivement voilà qui est spécialisée dans le NPS et qui a été formidable en tout cas dans l'accompagnement et dans la mise en place technique de l'enquête et ensuite sur l'onboarding il a fallu effectivement partir de from scratch hein, comme tu disais sur l'onboarding donc il faut sensibiliser il faut convaincre je pense surtout de l'utilité parce que Mm. tu vois la difficulté c'est de se dire voilà tu rajoutes un peu du travail aux équipes parce qu'il faut intégrer ça dans le cérémonial de vente, parce qu'il faut le piloter, il faut le monitorer. Mais non, en fait, in fine, c'est leur dire que cet indicateur va leur servir, in fine, à améliorer leur CA, améliorer la fidélité client et améliorer la SAT client, quoi. Ouais, ok, très clair. Donc ça, c'était pour la partie retail. Pour la partie online, également un peu de difficulté, ça c'est pas te le cacher, pour l'intégration on-site. Encore une fois, c'est des choses, tu sais, qui sont purement techniques. Hein. C'est pareil de la bande passante et de la difficulté à l'implémenter parce que nous, voilà, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment le proposer sous format pop-up et se dire que quand toi tu passes une commande sur le site, 5 secondes après le passage de ta commande, parce qu'on a quand même besoin que tu vois ta page de confirmation de commande, là, Ouais. tu vas avoir ton enquête qui va se déclencher. Et comme c'est à chaud, et c'était vraiment l'intérêt de l'enquête, tu vas pouvoir un peu voilà, t'exprimer librement sur. Donc online, ça va être des questions sur la clarté des informations en ligne, sur les informations de paiement, sur les informations de delivery et retour.
sur le checkout, voilà, des questions qui sont Mm. purement online. Et ensuite, pareil, un verbatim assez libre pour que toi, tu te lâches sur ton expérience client en ligne, tu vois. Donc ça, c'est pareil, Ok. c'est des datas qui sont ensuite partagées avec la direction digitale. Donc sur le format digital, sur la restitution des datas, on avait la chance de pouvoir le faire de façon hebdomadaire. On partageait en fait avec la direction digitale des trends de conversation également, là où en fait des verbatim clients revenaient le plus souvent. Donc là, tu vas arriver sur du très spécifique, mais tu vois, c'est là qu'on s'est rendu compte que le guide détail qui est chez nous était assez artisanal dans un premier temps, était un vrai sujet parce que les clients nous parlaient Mm. beaucoup voilà du guide détail, nous demandaient beaucoup de précisions sur des modèles et le mot taille revenait sans cesse, tu vois. Donc on s'en est préoccupé et on en a parlé aussi au PO, au PM chez nous et c'est des Mm. projets qui ont été hiérarchisés comme ça, tu vois. Donc en fait on a hiérarchisé des outils de guide de taille, on a mis un nouveau guide de taille en ligne, on a travaillé avec des solutions d'aide au sizing, donc tu vois, des Ouais, solutions qui te permettent, en rentrant ton poids, ta taille, ta morpho, euh, carrément. tes préférences de taille, de t'aiguiller sur la bonne taille, tu vois. Donc c'est vraiment voilà des sujets qui ont pu être hiérarchisés en fonction de feedback client et de verbatim client. Donc c'est pour ça que je te dis qu'encore une fois, c'est des choses qui sont clés pour nous. Voilà. Ouais, c'est clair. Et est-ce que le taux de réponse sur le digital était plus faible ou plus important que sur le retail? Vous Ah avez non. observé des tendances? Oui, oui, bien plus important parce que tu vois, tu as déjà moins d'efforts clients à fournir, vu que Ouais. c'est une page qui t'arrive finalement directement via ta page de confirmation de commande et que voilà, tu as le choix d'y répondre ou non. Mais là où en fait sur le retail, c'était quand même un mail qui t'est envoyé, donc il faut que toi tu fasses l'effort d'ouvrir le mail, que tu cliques également sur Ouais. l'enquête et qu'ensuite tu remplisses l'enquête en ligne. Donc non, non, les taux de réponse sont bien meilleurs sur du online sans surprise. Oui. Ok, top, très clair. Et pour finir, la troisième étape, ça a été également de mesurer la satisfaction client sur du post-contact service client. Là où en fait, moi j'avais besoin quand même de billes pour me dire que en termes de relation client, on était bon, en tout cas sur du post-contact après-vente et également sur de l'accompagnement avant-vente, sur tous les canaux de communication de la marque. Donc là, c'était pas du tout dans un objet de fliquer ni quoi que ce soit, hein. C'était vraiment plus, tu sais, une manière d'avoir un peu pareil, une big picture sur la SATCLI et te dire que finalement, voilà, t'es assez bon sur des sujets qui sont sur du suivi de commande, sur l'accueil même, ne serait-ce que l'accueil, tu vois. On mesurait des items comme la courtoisie, comme l'amabilité, la capacité à résoudre un souci. Tu vois, c'est vraiment Ok. voilà, se dire que tu es quand même bon sur les basiques les grands principes généraux de la relation client. Et ensuite, et encore une fois, je précise, ce n'est pas du flicage, hein, d'accord? Mais tu avais la possibilité d'avoir aussi une note de satisfaction client par agent. Tu vois, donc ça c'est pareil Ouais. pour challenger positivement les équipes, c'est génial. Tu te dis voilà, en fait, Marine elle est géniale sur l'accueil, mais peut-être qu'elle peut faire un peu mieux sur la courtoisie. Elle est géniale sur la la charge de solution, mais effectivement le score NPS n'est pas bon. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Donc voilà, il y a pas mal de choses que tu peux exploiter et qui finalement sont pareils un vrai vivier d'informations pour les managers. Ouais, non, c'est cool. Mm. Très, très clair. C'est pas mal ça, non, sur le premier? Qu'est-ce qu'on dit? Ben ouais, non, Ouais. non, mais c'est très bien, c'est très, très bien, très, très clair. Et donc, du coup, donc ça, c'est le premier gros projet, en fait, que tu as déployé chez The Coppers et qui t'a clairement plu. Et puis, j'imagine que, du coup, c'était un projet quand même assez long-termiste. Exactement, c'est ça, oui, Ah ouais, ça t'a mené sur plusieurs mois, plusieurs années quand même. c'est ça, oui. Si je regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'est un projet qu'on a pu déployer en 6 mois. Donc vraiment pour que ça soit live en 6 mois, donc assez rapide finalement, pour que vraiment le dispositif cross-canal soit mis en place. Et finalement, les premiers résultats qu'on a pu observer et challenger, tu vois, ça a été également au bout de 6 mois. Donc au bout d'un an, tu avais un peu cet état des lieux que t'attendais, Hmm. en tout cas sur cette fameuse big picture. Donc dont je parlais juste avant. Et surtout, voilà, ce qu'on attendait, c'est de pouvoir les challenger. Donc, j'ai envie de te dire, 6 mois pour lancer, 6 mois pour s'en rendre compte,
Et un an Mm. plus tard encore, donc vraiment compte bien 2 ans là-dessus, se dire que finalement ça a été des vrais facteurs de succès. Donc je vais détailler, si tu veux, je peux détailler un petit peu toutes les actions correctives qu'on a pu mettre en place pour améliorer ça. Mais typiquement, tu vois, sur du retail, une fois que l'onboarding était fait et que les équipes étaient mises au fait et que en plus le NPS est devenu une partie intégrante du système de prime des conseillers de vente, eh ben il y a eu plein d'actions qui ont été faites en interne. Donc nous on a essayé d'animer, tu vois, vraiment cet indicateur-là en faisant des quiz qui se faisaient, des quiz interactifs et des quiz digitaux sur des process, tu vois. T'envoyais aussi pas mal de personnes sur le terrain pour un peu justement jauger justement de l'indicateur. Tu avais un peu aussi cette notion de challenge par région qui était intéressant. Donc tu vois, tu Mm. pouvais envoyer voilà des stats et des cartes de score qui challengeaient positivement. Encore une fois, hein, les régions pour savoir qui était un peu le bon élève du NPS. Donc voilà, il y a eu plein d'actions qui ont été menées de fond pour un peu créer une vraie dynamique sur l'indicateur. Et aujourd'hui, tu vois, sur le retail, ce qui est génial, c'est qu'on a gagné plus de 15 points sur la satisfaction client en boutique. Donc Ah ouais. c'est quand même assez significatif. Donc on est content, on est content. Ouais, clairement. Bon, bah, top, top, top. Et donc, du coup, ce qui nous amène au sujet suivant. Est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse communauté d'experts de la marque que vous avez déployée? Oui, bien sûr. Alors la communauté d'experts chez nous, c'est un sujet que voilà, ça pour le coup, c'est un sujet que j'ai vraiment adoré. Il part déjà pour le contexte, hein, il part d'un postulat de base, d'un constat de base qui est très simple. Aujourd'hui, Marine, sur ton site, et que ce soit sur ton site ou tous les canaux de communication, mais l'essentiel était sur le site, il faut que tu te poses une question déjà. Est-ce que tu es présent, toi, au bon moment, pour ton client, via le bon canal de communication? Voilà, c'était un peu ça déjà la question que je me suis posée. Euh, et la réponse a forcément été non. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu un besoin, mais je vais m'expliquer. Euh, on s'est rendu compte, finalement, que pendant les pics de trafic du site, donc qui sont classiques, hein. Alors, je vais te poser une question, Marine. Toi, quand est-ce que tu fais du shopping en ligne, finalement? Bah, moi, je suis à mon compte, donc en même temps, je fais du shopping en Tout le ligne un temps? peu quand je Toute la journée? Non, non, mais bon, typiquement, bah, voilà, c'est, le matin avant d'arriver au bureau, entre midi et 2, et puis, bah, le soir, quand je rentre à la maison, quoi. Dans Exactement. les transports aussi. Exactement, tu vois. Et c'est pareil pour nous. Donc, typiquement, les gens se connectent très tôt le matin, sur la pause déjeuner, également dans les transports, mais également voilà le soir en rentrant chez eux. Et tu penses bien, Marine, que sur ces périodes-là et sur ces pics de trafic-là, on n'allait pas mettre des personnes en continu. Donc, on va pas demander aux gens effectivement de travailler. Enfin, je sais que tu commences peut-être à faire ton shopping en ligne à 6 heures du matin, peut-être de 6 à 7 heures du matin ou 8 heures, sur la pause déj du midi et également tard le soir. Donc voilà, il y avait déjà cette problématique plutôt de staffing, j'ai envie de te dire, Ouais. purement aussi de staffing, et de se dire que finalement c'était dommage parce que tu vois, tes lancements aussi se font souvent sur des heures qui sont des heures non ouvrées. Donc sur un lancement de vente, parfois tu sais, ça peut arriver à 20 heures, ça peut arriver un peu tôt le matin également que tu aies la notification Ouais. d'un début de vente. Et, euh, et finalement, voilà, c'est se dire, c'est dommage de ne pas avoir quelqu'un qui, en face, est présent à ce moment-là, parce que potentiellement, tu as un client qui va avoir une petite question à poser. Ça peut être quelque chose de très simple, hein, qui va en fait juste avoir besoin du délai de livraison ou des conditions de retour pour effectuer son achat. Donc voilà, c'était un peu le postulat de base. Donc, alors, moi j'arrive avec cette problématique-là. Je me dis qu'effectivement, n'étant pas un tyran, je vais pas faire bosser les équipes tôt le matin sur la pause déj, ni tard le soir. Donc je pose la problématique à un partenaire qui s'appelle iAdvise, qui est du coup mon partenaire sur la partie live chats, donc Mmh. qu'on utilisait depuis 7 belles années. Donc se pose la question et eux sont arrivés avec une solution vraiment sur mesure qui était de se dire voilà, on peut te proposer voilà de créer via un vivier qu'on a nous, parce que eux en fait ont des viviers d'experts et de chatters, donc de live chatters, de e-personal shoppers spécialisés par secteur, donc des gens en fait qui sont spécialisés, tu sais, dans la mode, dans le bricolage, dans l'électronique, dans l'informatique. Euh,
on peut te proposer voilà, de sourcer des talents déjà dans ces viviers-là et toi Ouais. de faire ta sélection en fonction de tes critères et en fonction de ce que tu attends de ton e-personal shopper en termes de profiling, tu vois. Donc on a fait ça, donc hyper intéressant pour le coup, hyper intéressant déjà de faire le sourcing parce que tu vois, Marine, tu vas avoir des profils riches et variés. Tu vas avoir des gens qui sont, tu vas avoir l'écrivaine de 60 ans qui en fait va être à son compte, qui va être à la maison et qui aura le temps effectivement de faire du chat et qui en fait fait du shopping pour sa fille et qui connaît bien en fait The Couple parce elle effectue les achats toutes les 2 semaines, tu vois, pour sa petite fille. Donc c'est génial en fait parce qu'elle connaît les produits et qu'en fait elle a un ton différent, elle a une approche différente par rapport à ça. Ouais, parce que du coup, la communauté d'experts, donc eux, ils ont un vivier en interne, mais il fallait quand même que ce soit des gens qui connaissent la marque et qui aient un minimum d'affinité avec elle. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je te dis que sur le sourcing et sur le profiling, c'était hyper intéressant pour nous, parce qu'on a eu la chance de pouvoir définir ensemble des quiz de personnalité pour savoir qui fitait, voilà, qui fitait avec la Hmm. marque, qui connaissait la marque et qui avait déjà cette connaissance, comme tu dis, hein, de The Couples. Et ensuite, voilà, sur le type de profil, même si nous, on est arrivé avec des idées assez précises, parce que tu sais, tu te dis toujours, alors ça va être un modeux, ça va être quelqu'un qui est dans la tendance et qui effectue les achats assez régulièrement pour lui, bah en fait non, je te dis, tu peux avoir des profils qui sont géniaux et qui sont un peu hors normes finalement. Donc ça peut être, comme je te l'ai dit, Hmm. l'écrivaine comme aussi l'étudiant, tu vois, alors qu'étudie peut-être pas trop, hein, du coup, mais qui a beaucoup de temps libre pour chatter en ligne, mais qui, en plus, a cette passion, voilà, de la mode et qui, sur son temps libre, se fera un malin plaisir de guider les clients de la marque, tu vois. Donc c'est assez varié. Et c'est là qu'en fait, t'as un peu cette plus-value. Tu te dis que t'as en fait des passionnés et des experts de la marque qui en fait sont peut-être des gens que tu n'aurais peut-être pas ciblés dans un premier temps, mais qui en fait sont des gens qui sont géniaux parce que ils ont un ton différent, ils ont une approche différente et en plus ils ont quelque chose que je recherchais moi qui est de l'authenticité. Voilà, et Hmm. qui est vraiment quelque chose qu'on a voulu créer et instaurer en créant cette communauté d'experts et qui, voilà, après, sur le long terme, apporter ses fruits parce que moi, je vais te partager un petit peu des insights qu'on a pu mesurer chez nous, mais on s'est rendu compte, et ça c'est assez frappant, que la conversion, vraiment le taux de conversion sur des conversations avant-vente, hein, encore une fois, avec des conseillers externes, donc les fameux experts, versus des conseillers en interne, était meilleur, tu vois. Donc vraiment, Ouais. c'est pour te dire que l'authenticité paye et que peut-être que sur ce modèle-là, là où en fait tu vas parler peut-être à un expert qui a pas vraiment qui a pas d'incentive finalement avec la marque et qui est pas un employé de la maison, peut-être que ça, il y a ce lien de confiance qui va s'instaurer plus facilement et qui chez certains clients en tout cas, voilà, fonctionne mieux qu'avec un conseiller en interne. Et donc les clients, ils savent. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que tu as 70% des visites du trafic sur ton site qui arrivent en soirée, fin de semaine, le midi, le matin. Donc tu décides pour ces moments de pic période sur lesquels toi, ton staff ne peut pas être présent parce qu'ils ne peuvent pas bosser de 6 heures à 22 heures le soir. Tu décides de mettre en place une communauté d'experts qui, du coup, va prendre le lead sur ces conversations-là et répondre de façon totalement authentique aux futurs clients, aux prospects, si je puis dire. Et ça, le fait de les avoir sourcés en externe, c'est-à-dire que parce que vous auriez très bien pu aller les prendre dans le fichier de vos meilleurs clients, Mhm. au final, c'était plus intéressant et vous vous êtes rendu compte que en faisant ça, le taux de transfo était d'autant plus important. Ouais, c'est ça, effectivement. Et encore une fois, je te dis, le travail intéressant et là où en fait toi enfin pardon, les experts ont une vraie valeur ajoutée, c'est dans sourcing et ce profiling parce que il y a déjà un vivier mode certes, mais toi tu vas prendre des gens qui sont affinitaires avec ta marque et qui en plus vont avoir cette passion parce que c'est ça en fait qui les anime, c'est des gens qui ont envie de représenter The Couples pour les clients et qui vont en fait représenter, et c'est là que ça devient hyper intéressant, qui vont représenter pour toi une extension, j'ai envie de te dire un prolongement de tes équipes en interne. C'est pas des gens, tu vois, Ouais. même si dans l'appellation, c'est des gens qui sont en externe et qui sont des experts qui sont pas affiliés à la marque, c'est finalement un prolongement
de tes équipes qui va prendre le relais et que tu vas en plus animer. Parce que oui, j'en ai pas parlé, mais voilà, sur l'animation, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas pouvoir les animer via un live feed finalement de contenu où tu vas pouvoir leur partager beaucoup de contenu. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir leur donner le book de collection, par exemple. Tu vas pouvoir leur donner des informations clés sur les opérations commerciales en cours, donc que quand même tout le monde soit au courant que il y a une offre en ce moment sur le site, en boutique ou autre chose, et également des informations clés sur tout ce qui sera customer experience. Donc tu vois si il y a la grève des transports, si on a décidé de bloquer tel camion dans tel pays, que l'entrepôt a 3 jours de retard sur les livraisons, bah, c'est pareil, ils seront au courant. Donc, si jamais un client va les contacter sur une problématique SAV, l'expert aura l'information. C'est là que c'est hyper riche aussi, parce Ouais, c'est clair. on va pas se cantonner qu'à un rôle aussi d'accompagnement à la vente, parce que tu vois, tu peux jamais savoir vraiment l'intention du client, même si tu peux préfiltrer quand même les demandes. Mm. Ben voilà, même ça, tu vois, même ça, un expert qui fait pas partie des équipes The Couples aura la réponse aussi. Donc tu vois, c'est hyper enrichissant pour lui aussi. Ouais, c'est clair. Et du coup, on est d'accord qu'ils sont intéressés à ça, parce que tu dis, bah, les salariés, forcément, ils ont une affinité parce que bah, ils sont rémunérés à la fin du mois, mais eux aussi le sont. Oui, oui, bien sûr. Alors c'est un modèle économique qui est hyper intéressant, qui a été défini du coup par mon partenaire et Advise, qui est de se dire aujourd'hui tu as un modèle de rémunération qui s'effectue au contact. Donc à partir du moment où toi tu vas enclencher une conversation, tu vas toucher effectivement un montant qui est défini entre toi et le prestataire. Donc Marine qui va vouloir devenir experte The Couples, à chaque fois qu'elle va pouvoir converser avec un client de la marque, va toucher effectivement une rémunération à la conversation. Donc moi j'ai choisi Ok. ce modèle de rémunération. Ah, il y en a plusieurs, il y en a un aussi qui est plus basé sur un pourcentage à la vente. Donc Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que j'allais te demander du coup. En fait, tu as un montant fixe. Là, toi, en tout cas, ce que tu as choisi, c'est un montant fixe, peu importe la durée et la complexité de la c'est ça. conversation, et peu importe la transformation qu'il y a derrière, parce que vous auriez très bien pu les intéresser sur le CA. C'est ça, voilà. En fait, ce modèle-là est hyper intéressant, je pense, quand tu fais clairement de la prospection commerciale. Parce que, in fine, enfin, ton but, c'est de vendre. Moi, là où c'est différent, c'est que, comme je te l'ai dit, il y a des problématiques après-vente qui vont se poser. Il y a beaucoup de problématiques après-vente qui vont se poser. Sur la typologie de contexte, voilà, tu n'auras pas forcément des gens qui vont toujours avoir besoin de se faire accompagner Hmm. pour la vente. Donc, plutôt que de biaiser un petit peu justement les conversations, je me suis plus orienté vers le business model de la rémunération au contact. Comme ça, finalement, le conseiller va traiter finalement chaque demande au cas par cas. Il ne va pas, voilà, j'ai envie de te dire, avoir cet effet un peu pervers de se dire s'il n'y a pas une vente au bout, je ne vais pas traiter Ouais. la demande, tu vois. Donc c'est vraiment, Hmm, hmm. j'avais un peu eu cette réflexion-là et je me suis dit que ce business model-là me convenait mieux. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, combien est-ce que vous avez d'experts? Alors en tout et pour tout, tu as une dizaine d'experts qui vont se partager le travail et la répartition par zone géographique. Donc tu as des experts qui vont être sur la France parce que, encore une fois, tu les répartis par compétences linguistiques. Mais oui, tu as un vivier d'une bonne dizaine de personnes qui aujourd'hui sont présents et sont sollicités sur des grosses périodes commerciales, qui parfois aussi sont présents sur le site, comme je te l'ai dit, sur des heures non ouvrées, qui sont fidèles en plus. C'est ça qui est génial. C'est des gens qui, tu vois, en moyenne sont là depuis 1 an, voire 2 ans, parfois aussi, et qui le font, voilà, encore une fois, avec un engouement, une dynamique et une envie qui leur est propre, mais qui fait plaisir à voir et qui en plus se retranscrit dans leur conversation. Parce que oui, hein, tu as un peu, enfin, on a un peu regardé aussi les conversations, on a un peu regardé le contenu parce que c'est notre rôle aussi Bah, bien sûr, de oui. regarder ça et tu vois sur le ton et c'est ça c'est ça que je trouve génial, c'est ce que je te disais, t'as un ton qui est différent, même si voilà tu leur donnes toujours et bien sûr bien entendu pour une marque comme The Couples la charte éthique et la charte de communication est hyper importante parce que tu as quand même une image de marque à préserver. Il y a des traceurs qui sont respectés, hein, bien sûr, il y a des mots à éviter, il y a des mots Mm. bien spécifique aussi au langage de la mode, mais vraiment, la différence se fait vraiment dans la façon d'aborder la conversation. Tu vois, il y a vraiment cette authenticité qui se traduit et qui, je pense, fait la différence lors d'une conversation client.
Ouais, c'est top, c'est hyper intéressant. Et quel conseil tu donnerais, parce que du coup, The Couples, c'était une marque déjà installée et donc où potentiellement dans le vivier, tu pouvais trouver des personnes qui connaissaient déjà la marque, qui avaient déjà acheté ou acheté pour elles-mêmes ou acheté pour d'autres. Une jeune marque qui se lance et qui a envie de déployer ce type de projet, comment est-ce qu'elle fait? Alors, pour une jeune marque, ce que je conseille, c'est de se focaliser plus sur le secteur. Tu vois, par exemple, une marque qui va se lancer, une jeune marque qui va se lancer dans le bricolage, bah, finalement, des experts du bricolage, il y en a plein. Il y a des viviers là-dessus et pas besoin effectivement d'être connu pour ça. Finalement, c'est des choses qui sont assez universelles, tu vois, en termes de Hmm. principe et en termes d'expertise. Pareil pour de l'électronique, pour de l'IT, même pour du prêt-à-porter, tu vois. Finalement, les notions sur le prêt-à-porter, c'est du bon goût, c'est savoir, enfin, avoir une connaissance sur les matières, de l'entretien, savoir faire du cross-selling, voilà, des principes généraux qui sont maîtrisés, même sans le savoir finalement. Quand tu es passionné, tu vois, tu parles avec passion, t'as pas besoin d'être un expert pour vendre. Donc c'est ça qu'on recherche et c'est ça qu'on apprécie aussi. Hmm. Donc, pas forcément être client de la marque, mais en tout cas avoir une appétence et une affinité particulière avec le secteur d'activité de la marque. C'est ça, voilà, une affinité, c'est le mot. Ok. Et notre dernier point, Allez! c'est bien évidemment le Covid. Et donc, du coup, c'est quoi le plan d'action client Covid-19? Tout ce qui va être, bah, en fait, stratégie d'adaptation pour proposer une expérience client sur mesure quand, bah, bien évidemment, enfin, il faut le dire, quand les boutiques sont fermées et donc, du coup, quand tu n'as plus de retail. Exact. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, le Covid. Écoute, en termes d'expérience client, je pense que on ne pouvait pas s'attendre à pire que ça. Voilà, se dire que bah déjà pour le retail c'est dramatique parce qu'effectivement les boutiques ont dû fermer et qu'en termes d'expérience mais également online, tout devait être un petit peu repensé, tu vois. Donc pour le coup, on a dû s'adapter, donc comme nous tous, hein, je pense que ça a été un contexte assez compliqué pour tout le monde. Ça s'est fait par plusieurs étapes. Je pense que il y a eu plusieurs étapes. Déjà, premièrement, le constat, il a été très très simple, hein. Il fallait proposer une expérience un peu adaptée, un peu sur mesure, voilà, pour s'adapter au contexte, tout en s'enlevant un peu les freins à une expérience client sans couture. Donc, tu vois, là où en fait les clients ont eu des craintes, et ça c'est normal. La crainte des clients, ça a été de se déplacer en boutique quand les boutiques ont réouvert, de croiser d'autres clients en boutique, Hmm. de l'application des règles d'hygiène, ce genre de choses, même de se déplacer, tout simplement. Oui, parce que c'est ça, c'est pas parce que les boutiques elles rouvrent que le problème il est résolu en soi. Oui, voilà, c'est ça. C'est que Mm, tu vois, il a fallu un petit peu justement anticiper ce point-là lorsqu'on a pensé à réouvrir nos boutiques. Donc la priorité numéro un, ça a été de les réassurer. Donc il faut savoir se dire que nos clients avaient besoin d'être rassurés. Donc on a communiqué assez rapidement sur tout, hein, sur la définition et la communication d'une charte qui va montrer qu'on avait bien pris en compte les enjeux que ça impliquait sur les respects des conditions d'hygiène, sur le dispositif en boutique, tu vois, donc je sais qu'une des craintes des clients, et c'est ce qui revenait souvent sur les verbatim clients, c'était de se dire, mais si je viens en boutique, si j'essaye une pièce, est-ce que je vais avoir l'espace nécessaire? Est-ce que les conditions d'hygiène sont respectées? Oui, tu vois, vraiment, on les a rassurés sur le port des masques par tous nos conseillers de vente, sur le fait que chaque pièce qui a été essayée ensuite était désinfectée et pas remis directement sur le floor, que les essayages en boutique en cabine, pardon, se faisaient un par un, tu vois. Donc il y a vraiment, voilà, mm. déjà premièrement des communications qu'on a faites assez rapidement sur ça, et ensuite, voilà, il a fallu plus s'adapter. Donc ça a été un peu plus la priorité numéro 2, c'est donc s'adapter à ces craintes. Donc se dire que les clients ne veulent pas venir, tout simplement. Voilà, il y a des gens qui, et légitimement, hein, avaient des craintes et avaient un petit peu des réticences à se déplacer en boutique. Donc il y a eu cette rassurance-là qui a été faite pour ceux qui voilà, avaient cette envie de se déplacer. On a mis des dispositifs en place pour proposer des alternatives, donc c'est là qu'on parle de s'adapter. On a mis un module en place, donc de prise de rendez-vous en boutique, où là finalement tu fais du vraiment sur mesure. Donc toi, Marine, par exemple,
tu veux t'assurer que tu vas avoir un créneau horaire avec ta boutique préférée parce que tu as envie d'être tranquille et que tu as besoin d'être rassuré justement sur le fait que tu vas pas être en contact avec d'autres personnes, ne serait-ce que le personnel en boutique. Voilà, tu vas avoir l'occasion, via un module de prise de rendez-vous sur le site, d'appeler pour prendre rendez-vous sur un créneau bien défini entre toi et la boutique et passer un moment finalement de détente, de shopping un peu personnalisé, parce que finalement Ouais. c'est un moment que tu vas partager et c'est un moment que tu vas avoir un peu pour toi en boutique et c'est finalement un peu voilà, c'est comme ça qu'on a un peu repensé l'expérience, c'est se dire profitons-en justement, il y a moins de passages en boutique et en plus on a la possibilité de bloquer des créneaux horaires pour certains clients. Profitons-en pour proposer voilà des créneaux pour faire un peu comme un peu une expérience client VIP, tu vois. C'est comme quand Ben tu c'est clair, c'est-à-dire que tu as la boutique privatisée pour toi, en fait. c'est ça. C'est comme, tu vois, des salons qui sont privés, par exemple, sur des grands magasins, hein. Tu sais, chez Haussmann, tu peux Mmh. privatiser Oui. des salons pour faire du shopping. Et là, c'est pareil. Donc, se dire, finalement, donc le client a la possibilité de bénéficier de l'expertise de la boutique que pour lui, de l'espace, parce il aura la possibilité de se déplacer librement dans la boutique sans être dérangé. Et ensuite, voilà, de tous les conseils avisés qui sont prodigués par l'équipe de vente. Donc c'est génial. Voilà, c'est vraiment un moment un peu à toi, voilà, où vraiment tu prends le temps et en plus tu es rassuré. Donc c'était un peu le premier credo. D'accord, et concrètement, est-ce que vous gagnez de l'argent là-dessus? Parce que le client, imagine, il réserve un créneau et au final, il l'achète pas. Est-ce qu'au final, il faudrait pas monétiser la réservation de ce créneau? Est-ce que ça incite le client à acheter, au contraire, plus qu'avant quand tu avais un passage, illimité dans la boutique, si je puis dire? Mhm. Comment ça se passe? Alors la réponse est claire pour moi, c'est oui. Honnêtement, je pense que quand tu as le temps, tu vois, quand tu n'es pas pressé par un climat anxiogène peut-être, par un trafic en boutique qui est assez dense, quand tu as le temps d'échanger avec les vendeurs sur les produits, sur la composition, sur des total looks, tu vois, sur une vraie discussion en fait que tu vas avoir avec les équipes de vente. Je pense que c'est un moment de partage et c'est vraiment un moment qui est privilégié où là tu vas pouvoir prendre beaucoup plus de temps dans ta prise de décision, voilà, d'achat, ou qui va déclencher l'achat, et te dire que finalement, alors peut-être que, et encore une fois, ça peut arriver, hein, que des clients n'achètent pas suite à des sessions Mmh. de personal shopping, mais peut-être que les personnes qui vont acheter, elles, vont prendre le temps. Peut-être que là où toi, tu viens en boutique pour acheter peut-être un petit top, un haut, bah, peut-être vont découvrir que en cross-sell, tu vas pouvoir avoir en fait un look, un total look, tu vois. Tu vas en fait craquer aussi sur le sac qui va avec, tu vas craquer sur les petites bottines qui vont aussi avec. Enfin, tu vois, il y a aussi cette notion-là. Je pense que tu t'y retrouves, forcément. Tu t'y retrouves forcément. D'accord. Parce que le moment que tu passes et le moment privilégié que tu passes avec cette équipe de vente, il est tellement enrichissant et il est tellement différent de ce que tu peux avoir Mmh. en termes d'expérience client et en termes de shopping dans un contexte normal que je pense que tu te lâches en vrai, Marine. Ouais, Je pense que d'accord. c'est Donc mieux, tu le vois. client s'y retrouve, la boutique, s'y Voilà, retrouve et du coup, tout le monde est gagnant. c'est ça. Et vous avez fait des rendez-vous en visio aussi? Exactement, c'est ça. On a proposé aussi un format assez révolutionnaire qui a été la prise de rendez-vous par visioconférence, encore une fois, pour s'adapter à ces clients qui ne voulaient pas venir en boutique et qui quand même voulaient garder cette expérience client in-store, parce que bah, c'est des gens qui préfèrent aller en boutique pour voir les vêtements, les essayer et avoir un petit peu ce rendu visuel qui est différent hein, que sur du shopping online. Donc vraiment, voilà, ils avaient besoin de garder le lien aussi avec les boutiques. Donc, on a Mmh. également effectivement développé ce module de prise de rendez-vous en visio. Donc, pareil, ça fonctionne de manière assez simple. Donc, une prise de rendez-vous qui se fait sur le site et la possibilité de réserver un créneau horaire avec la boutique de ton choix. Donc, si tu as ta boutique préférée qui est disponible pour également un rendez-vous en visio, tu peux le faire avec des personnes que tu connais. Donc, si tu vois, Ouais. tu connais bien le vendeur de la rue de Courcelles, ben, tu peux très bien le faire avec lui. Fonctionnement très simple également, donc un rendez-vous comme ce que tu fais au bureau, tu sais, via une invitation qui se fait via ton outil
de communication en interne, donc Ouais. via une invitation Google Agenda par exemple, et via ce genre de module. Et ensuite de la visio qui se fait à distance avec le vendeur qui va avoir son téléphone, et qui va pouvoir se déplacer en boutique, donc qui va te montrer vraiment les pièces de ton choix, te montrer un petit peu justement et te faire parcourir un peu l'ensemble de la collection. C'est là que c'est intéressant, tu vois. Lui peut aussi Ouais. se déplacer et te montrer un peu l'étendue de la collection, là où toi tu te rends peut-être un peu moins compte quand tu es sur le site. Et vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir vraiment, enfin tu vas pouvoir lui demander tout ce que tu veux finalement, hein, de faire un focus sur la matière, peut-être de l'essayer aussi sur lui pour qu'on puisse aussi se rendre compte du porté, ce genre de choses. Et in fine, voilà, si toi tu es intéressé pour effectuer un achat, on va pouvoir t'envoyer à distance un lien de paiement. Donc c'est là que ça devient intéressant en fait. Si on va pouvoir t'envoyer via la discussion qu'on a, hein, finalement, un lien de paiement pour que tu puisses payer à distance. Donc tu vois, t'as vraiment rien à faire. C'est l'expérience client vraiment un peu pensée sur mesure selon toi, tes craintes et tes envies. Tu vas payer à distance et ensuite on va pouvoir te faire livrer donc du coup à domicile tes achats via un coursier qui va venir chez toi te déposer tes achats que tu viens d'effectuer. Qu'est-ce que t'en Ok. penses? C'est pas Bah, mal? franchement, moi, je trouve ça hyper cool. Et c'est quoi, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres au final, du coup? Il y a eu beaucoup de prises de rendez-vous en boutique, il y a eu beaucoup de rendez-vous en visio. Comment ça a été perçu par les clients? Alors, forcément, je pense qu'il y a eu une phase d'appréhension hein, sur ce genre de nouveaux modules et sur ce genre d'expérience un peu de nouvelle expérience client finalement. Donc, ce qui a bien pris effectivement, c'est plus la prise de rendez-vous en boutique qui a été plébiscité. Ensuite, sur la visio, forcément, tu as un peu moins de monde qui a joué le jeu. Je pense qu'encore une fois, c'est tout nouveau, hein, et c'est des nouveaux canaux de communication qui sont assez neufs pour les clients. Donc, il y a un peu plus, je pense, de réticence à partir via ce canal-là. Mais vraiment, pour le coup, ça a pris. Hein. C'est quand même. Alors, je veux pas te partager tous les chiffres, mais c'est quand même quelque chose qui a mobilisé les équipes en interne. C'est quelque chose qui a créé aussi, voilà, une nouvelle dynamique en boutique parce que c'est pareil, hein, les boutiques qui ont peu de trafic sont hyper enjoués d'avoir ce genre de type de contact avec le Ouais. client parce que tu gardes le lien et tu préserves le lien. Mm. C'est un peu voilà le credo qu'on s'est donné de préserver le lien avec nos clients, tu vois. Donc c'était aussi voilà un nouveau format et assez génial pour les équipes de vente. Ouais, mais parce que quand tu es sur des marques comme ça qui sont quand même premium, tu tisses facilement, je trouve, des liens particuliers avec le vendeur de la boutique à côté de chez toi, etc. Enfin, tu sais, tu y vas, c'est un peu comme si tu allais voir tes amis, en fait. Tu Ouais, passes, c'est ça. coucou, ça va, machin. Enfin, il y a une relation quand même très spéciale. Et moi, j'ai fait un truc hier soir que j'ai trouvé hyper cool. Je sais Ah pas si tu connais la marque de lingerie Livy oui, qui bien est sûr. assez clivante aussi, hein, hyper sympa. Et du coup, ils ont fait un live shopping. Donc, en gros, sur Insta, ils ont communiqué en amont sur le fait qu'il y aurait un live shopping et ils ont lancé un live directement dans la boutique où en fait, tu avais un défilé de certaines pièces de la collection et tu avais une animatrice qui commentait chacune des pièces pour expliquer aux clientes le porté, etc., les spécificités sur le produit. Et donc, tu avais des mannequins, tu avais l'animatrice. Et du coup, à la fin de la session, donc ils ont présenté qu'une partie de la collection. Ça a duré 15 minutes. Donc, au final, c'était très Super. court. Mais je pense que ça leur a demandé quand même beaucoup de temps de préparation en amont. Mhm. Et à la fin, du coup, tu avais moins 20% sur le site internet, sur la sélection qui t'avait été présentée, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa. Alors après, j'ai eu l'impression en fait d'assister Un fashion au show quoi. show de, Ouais. ben ouais, au show de Mm. Etam, au show de Victoria's Secret. Mais du coup, depuis mon canapé, directement sur Instagram, c'était court, c'était parfait. Et perso, après, tu vois, j'ai passé une commande, quoi. C'est génial. Non, j'adore Et le j'ai trouvé principe. ça génial comme concept et enfin, j'espère pour elles que du coup ça leur a donné un peu d'élan parce que bah oui forcément quand tu as des boutiques c'est compliqué quoi en ce moment enfin le chiffre d'affaires il est pas trop là quoi. Ah oui, je trouve ça génial. Alors déjà, je suis très déçu d'avoir loupé un défilé de lingerie. La prochaine fois, je préfère que tu me préviennes quand même, Marine. Mais, mais non, non, je pense que sur le principe, tu as un contenu qui est assez immersif. C'est génial, effectivement, de se dire, tu vois, c'est ce que tu dis, toi. Tu as l'impression d'avoir participé à un show de la marque.
eh ben, je pense Ouais, non, qu'ils auraient franchement. ils auraient réussi leur pari. Quand tu crées un peu cette sensation d'appartenance à la marque et que tu te dis, j'arrive à onboarder mes clients dans un contenu eh ben, qui est vraiment plus de base plus propre à la marque. Donc tu parles de défilé, tu parles de fashion show, voilà, normalement c'est des choses qui sont assez institutionnelles et qui finalement que tu partages avec ton client. Bah c'est top parce qu'en plus tu vois tu rends ça un peu plus concret pour eux et en plus derrière directement tu leur permets d'avoir la possibilité un petit peu donc à la manière de normalement c'est privilégié hein, comme tu dis qui assistent à des fashion shows et qui sont au premier rang en front row et qui ont la possibilité ensuite voilà de découvrir la collection en avant-première. Bah toi tu te sens privilégié donc tu as ce sentiment effectivement d'être un peu privilégié et en plus tu as la possibilité derrière de pouvoir te faire plaisir. Donc non, je trouve ça génial et je trouve que c'est une initiative client remarquable. Et c'est Mm, inspirant mm. pour le coup. Ouais, clairement, j'ai trouvé ça top et je sais qu'ils vont le refaire les autres semaines. Et pour ton information, même si tu as loupé le live, je suis en train de Ah regarder. mince, oui. Ils l'ont mis en IGTV, Ah donc super. Bon, tu peux aller le retrouver je vais directement m'acheter la sur leur compte lingerie. Instagram. Super, super. Ok. Donc on a passé les trois sujets, les trois projets en tout cas qui toi t'avaient le plus plu Mhm. au cours de ton expérience chez The Couples. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut passer à celui qui s'est un petit peu moins bien passé que prévu? Non, je pense que ça y est, on peut parler des choses qui fâchent, Marine. Vas-y. Oh, ben oui, mais toi et moi, on va pas se fâcher. On va juste parce que, en fait, c'est top parce que vous déployez plein de choses, mais il faut aussi savoir que bah, il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui peut-être marchent un peu moins bien et c'est normal et c'est comme ça qu'on apprend. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui du coup ne s'est pas exactement passé comme prévu? Oui, bien sûr. Alors, comme tu le dis, et je pense que parfois, il faut savoir prendre du recul par rapport à tes projets. On lance plein de choses et on se lance dans plein de chantiers. Et parfois, il y a des choses qui marchent un peu moins bien que d'autres. Il faut avoir un peu la maturité et le recul pour l'admettre. Et ça, je pense que c'est essentiel pour mieux avancer et s'améliorer. Hein. Ça, c'est sûr. Pour le coup, chez nous, si je devais retenir quelque chose que j'aurais fait différemment, et encore une fois, hein, c'est des choses qui encore une fois, je parle vraiment de faire les choses différemment. Je parle pas de choses qui se sont mal passées ni quoi que ce soit. Et c'est plus dans l'ambition qu'on a nourri avec Mm, ce projet et pas tant avec le partenaire avec lequel on fait qui a été génial bien pour le coup. sûr. Mais voilà, c'est pour moi, je pense, le pari de l'intelligence artificielle. Vraiment, pour le coup. Ou nous, et encore une fois, c'est des choses qu'on a, parce qu'on fait beaucoup de veille concurrentielle et on fait beaucoup de veille techno, donc on se rend bien compte que pas mal de marques ont pris ce pari-là, donc se sont dit, voilà, l'IA va prendre une place importante à l'avenir, en termes de conversation, en termes d'automatisation, ouais, en termes de marketing automation, enfin pas mal de choses qui sont des sujets qui nous parlent aussi à nous. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas nous? Pourquoi pas se lancer aussi sur ce sujet-là et avoir vraiment une ambition à notre échelle, hein, en tout cas sur l'IA. Bien sûr. Euh, je pense que Comment vous avez voulu le déployer du coup? je pense que la première ambition, la première ambition de base, elle était claire. C'est de se dire, on voulait automatiser un maximum de scénarios clients, pardon, afin de réduire significativement le taux de contact. Voilà. Donc, c'est de se dire, là où en fait, enfin, en tout cas de mon point de vue, il y a beaucoup de scénarios clients qui sont dits à faible valeur ajoutée. Attention, ce n'est pas Mm, péjoratif, hein, c'est vraiment se dire, voilà, un suivi de commande, un suivi de remboursement, enfin ce genre de choses, c'est des choses qui, en tout cas en termes de valeur ajoutée par un humain, ne sont pas forcément des choses qui nécessitent une intervention humaine. bien Euh, sûr. donc voilà, c'était un peu l'ambition et moi je pense que voilà, là où on aurait pu faire les choses différemment, c'est que l'ambition a été un peu trop élevée. C'est-à-dire qu'on allait réduire significativement le taux de contact, qu'on allait avoir des impacts assez immédiats sur finalement le taux de contact général. Encore une fois, je parle de vraiment le taux de contact par appel, par email, par live chat, enfin voilà, tous les canaux de communication. Euh, voilà, on a été trop ambitieux, je pense, sur ce sujet-là. Et là où en fait on aurait dû faire les choses différemment, je pense, c'est qu'on aurait dû se focaliser sur vraiment des thèmes très spécifiques, voilà, et avoir vraiment plus une valeur ajoutée sur des vrais services.
Donc, je vais développer. Euh, Ouais, Par exemple, tu vois, je veux bien. tu vois, par exemple, Marine, quand tu vas sur un site e-commerce et que tu as besoin d'une information complémentaire, par exemple, sur des conditions de renvoi d'un colis. Voilà, parce que Mm. t'as pas su trouver l'information dans ton colis ou que tu as jeté ton bordereau, enfin, tu vois, des choses qui peuvent arriver. Mm. Euh, Là où en fait tu vas arriver sur un bot, pardon, tu vas arriver sur un site et que tu vas tomber sur un bot, euh, un des freins qui va pouvoir être un peu vraiment un élément déceptif pour toi, c'est de te dire qu'il va pas trouver la solution adaptée à ton besoin et qu'il va en plus te rediriger vers une intention qui n'est pas la bonne. Donc si tu commences à lui parler, déjà que tu te rends compte que ce n'est pas un humain et qu'en plus tu lui demandes une information qui pour toi te paraît simple, donc quelle est ma procédure de retour, comment renvoyer un colis, ce genre de choses, et qu'en plus tu n'auras pas l'information que tu es venu chercher, ça va être hyper déceptif, tu vois. Donc Clairement. c'est vraiment déjà ça le premier enjeu. Et je pense que là où en fait le bot va avoir une vraie valeur ajoutée, c'est qu'il va pouvoir automatiser finalement des actions qui vont être, qui pour toi vont être hyper bénéfiques. Donc là, je vais partir d'un cas hyper spécifique. Donc là, imagine que tu vas sur un site e-commerce, que tu n'as pas ton bordereau de transport prépayé parce que tu veux retourner ton colis. Mm. Euh, Plutôt que de focaliser nos efforts dans un premier temps, et c'est ce qu'on a fait sur rediriger, tu vois, vers une section de la FAQ où on dit voilà, oui, les conditions de retour sont ça. Donc tu vois, tu vas avoir un article de la FAQ qui va te définir un petit peu le modèle de retour. Je pense que vraiment la valeur ajoutée d'un bot, ça aurait été plutôt de te dire, ok, j'ai compris votre demande, vous pouvez générer ce bordereau de transport prépayé via ce lien, ou je peux le faire pour vous, tu vois. Et en cliquant sur ce lien, bam, tac, t'as ton bordereau de transport prépayé. Et là, c'est là que t'as le game changer, je pense, tu vois. Sur l'utilité, en tout cas première de l'automatisation de scénario client, en tout cas. C'est ce que je me suis dit. Et voilà, nous, on l'a fait en 2 temps. Donc, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que je te dis qu'on aurait pu le faire différemment. Dans un premier temps, on a voulu automatiser trop de scénarios clients. Et je pense qu'on s'est focalisé sur du volume et qu'on a voulu vraiment mettre en face d'une intention une solution, mais qui était peut-être pas forcément la plus adaptée parce que c'était du très généraliste. Donc, comme je te l'ai dit, une section de la FAQ qui redirigeait au genre de Qui est choses. remonté. Voilà, c'est Ok. ça, tu vois. Et finalement, on s'est rendu compte en analysant vraiment les conversations avec le bot que les gens voilà cherchaient toujours à générer un bordereau de transport, à obtenir un numéro de tracking, à avoir des informations beaucoup plus spécifiques que ça, tu vois, et pas assez généralistes, pas trop généralistes, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment là que tu fais un peu un peu que t'apportes de la valeur finalement, tu vois. Donc voilà, Mais pourquoi vous n'avez pas défini, pourquoi vous n'avez pas défini plus de scénarios et pourquoi est-ce que quand tu avais pas les mots-clés bordereau, lettre de transport, retour, pourquoi est-ce que cette section de la FAQ avec un lien pour générer ta LT retour n'apparaissait pas? ouais, je pense qu'on a voulu aller trop vite, vraiment. Je pense qu'on a voulu aller trop vite et qu'on a voulu, je te dis encore une fois, vraiment mettre en face d'une intention quelque chose d'assez figé, qui finalement serait plus de l'informatif et non pas une action, tu vois, une action corrective qui aurait pu être menée par D'accord. le bot. Donc en Hmm. fait, c'était vraiment, tu vois, du caractère informatif, là où en fait il aurait fallu peut-être attendre un peu plus longtemps pour développer l'intégration et se dire que voilà, le bot est capable de générer le bordereau de transport prépayé. Ce qui est le cas maintenant. Attention, D'accord. je précise. Mais Ouais, ouais, effectivement, ouais. dans le lancement, tu vois, je pense que si on avait été peut-être plus vigilant là-dessus et plus patient, on aurait pu sortir quelque chose d'assez charpé et qui serait en tout cas assez bien pour répondre à toutes les intentions clients. Donc l'apprentissage s'est Hmm. fait un petit peu, voilà, un peu dans la difficulté là-dessus parce que on s'est rendu compte que pas mal de clients avaient des frustrations par rapport à des intentions qui n'étaient pas les bonnes et qui n'étaient pas redirigées en tout cas vers la bonne solution. Mais comme tu dis, voilà, on a su corriger, on a su rediriger voilà, les bonnes intentions et développer en plus voilà des intégrations qui permettaient, donc je te l'ai dit, soit de générer des bordereaux de transport prépayés directement en ligne, ou également et ça c'est assez chouette aussi, de te donner un tracking, de te donner toi, par exemple Marine, tu arrives sur un site et tu demandes un peu ton numéro de suivi. Avec les numéros de commande, l'intégration se fait et on va pouvoir te donner aussi ton numéro de tracking client. Donc tu vois, ça Ouais, d'accord. c'est assez chouette quand même. Hmm.
Non, mais cool. Mais de toute façon, pour innover, il faut tester, il faut chuter parfois et après, aller de l'avant, quoi. Ouais, Donc, non, c'est top. c'est ça. Et aussi un autre aspect que je pense qu'on a négligé, c'est l'aspect un peu gadget et l'aspect un peu fun, tu vois, du bot. C'est quelque chose en fait que finalement les gens utilisent, enfin les gens l'utilisent beaucoup pour le fun. En vrai, Marine, on s'en rend pas compte. Ah ouais? Ouais. Il y a pas mal de gens, je pense, qui en fait arrivent sur un site psycho, qui se rendent compte que c'est pas un humain en face et qui vont un peu se faire plaisir, tu vois. Donc Comme avec ton iPhone où tu lui dis: «Dis Siri, raconte-moi une exactement, blague», exactement, oh c'est merde, eh ben, mon truc s'est déclenché. ça. Je vois sur mon écran: «Dis Siri, raconte-moi» bah, pardon, je leur dis pas. Stop. Stop, Siri, arrête. Non, 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 voilà, il faut, Oui, ou du coup, tu vas lui demander des trucs un peu tordus pour rigoler et voir comment le bot te répond, et s'il a de l'humour, par exemple. c'est ça. Donc ce qu'on a fait, et tu vois, ce qui est assez drôle, c'est on lui a créé une personnalité à ce bot. Donc tu vois, on lui a Ah! donné un ton un peu détaché, on lui a donné un ton qui est vraiment propre à lui-même et qui est calqué sur les ADN de marque, bien sûr. Mais Bien également, sûr. on lui a fait faire des blagues. Donc tu vois, aujourd'hui, le bot, si tu lui demandes de te raconter une blague, il est capable de te raconter une blague. Donc c'est pareil, ça, tu vois, dans un premier temps, on l'avait un petit peu éludé, mais voilà, en construisant un peu une personnalité au bot et en lui donnant vraiment un peu cet aspect un peu ludique qui est encore une fois propre aux clients, hein, qui ont envie un peu des fois de s'amuser, et ben voilà, maintenant tu peux un peu t'amuser avec notre bot. Pas trop, hein, c'est pas son utilité première. Bah, oui, oui, tu m'étonnes, mais effectivement, vous avez dû être surpris en voyant que, bah, il y a des gens qui demandaient, de raconter une blague et cetera et vous dire: «Bah, ouais, il y a peut-être un truc à faire». C'est ça, voilà. Donc on s'est adapté et maintenant le bot est drôle. J'imagine que c'est toi qui as rédigé toutes les blagues? Exactement, j'ai un humour assez Ah bah, particulier, donc faites attention. Âmes sensibles savent se tenir. Je plaisante, ah, trop bien! je plaisante. Super, super. Et Voilà. donc du coup, aujourd'hui, toi, tu en es où? Puisque, bah, tu as pris un autre chemin. Est-ce que tu peux nous raconter, où est-ce que tu en es? Ce que tu as envie de faire et c'est quoi tes projets? Bien sûr, donc effectivement, moi, après 7 belles années au sein d'une maison que j'ai aimée, hein, que j'aime toujours, hein, d'ailleurs, hein, qui est mon premier amour, j'ai envie de te dire. Voilà, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de penser un petit peu à mes projets perso. Voilà, donc en l'occurrence, un projet perso auquel je me suis attelé depuis un moment, qui est la rédaction d'un livre. Donc voilà, il y a un petit bouquin qui va arriver, donc qui a pour thème principal d'illustrer la customer experience dans des situations de vie quotidienne, voilà. Et l'objectif vraiment, Marine, c'est de désacraliser un petit peu ce sujet, tu vois, qui finalement Mmh, est quelque chose qui est commun j'adore. à tous, tu vois. Donc voilà, je suis en plein dedans, donc voilà, je suis en train de rédiger ce bouquin qui encore une fois sera plus voilà un bouquin illustré, un petit guide illustré qui va permettre d'avoir un petit peu des scènes de vie et des principes de base hein, qui sont purement liés à la relation client, à l'expérience client et qui voilà a pour but voilà de généraliser finalement des choses qui sont communes à nous tous. Donc voilà, je suis dessus, j'ai bien l'intention voilà de le sortir avant la fin de l'année si tout va bien. Donc après ça dépendra de plein de choses, mais normalement ça sera d'ici la fin de l'année. Et puis après, pour suivre la suite de mes aventures professionnelles, il faudra m'ajouter sur LinkedIn, j'ai envie de te dire. Voilà. Eh ben, on mettra le lien pour t'ajouter sur LinkedIn, J'aurai mais plein d'amis. avec plaisir, pour suivre tes aventures. Voilà, voilà, voilà. Mmh, bah, top. Bah, écoute, je pense qu'on a fini. Je vais juste clôturer avec des questions un peu plus, basiques. Oui, Est-ce que tu peux me dire quelle est ta meilleure expérience client? Est-ce que tu t'en souviens? oui. Oh là. Alors attends, faut que je choisisse par contre pour le coup parce que j'en ai plein. J'essaie de, Ah, bah, c'est positif quand même. j'essaie de réfléchir à des moments d'enchantement clients que j'ai pu avoir. Mais moi, ah oui, 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 j'en ai génial. Alors, ma maman est fan de pâtisserie. Ma maman est fan de OK. pâtisserie, elle est fan de Pierre Hermé. Bon, elle a des goûts de luxe, ma maman, hein, effectivement, mais bon, après, on peut pas lui en vouloir. Écoute, hein,
Pierre Hermé fait des bons gâteaux, on va dire. On va plutôt dire ça. C'est vrai. Voilà. Et ma maman, tu vois, j'ai l'habitude de lui rapporter normalement tous les Noëls. Donc j'espère que ce Noël, j'aurai l'occasion de le faire. J'ai l'occasion de lui rapporter normalement son gâteau préféré, qui est l'Ispahan. Je sais pas si tu connais un petit peu les gâteaux de chez Pierre Hermé, mais qui est un gâteau qui est assez chouette. Et se pose, voilà, à un moment donné, une situation où, comme je suis un mec très prévoyant, je décide de l'acheter le 24, tu vois, pour prendre Mm. pour le soir même et arriver au repas de famille. Donc je dois prendre le train pour Besançon parce que je te rappelle, je suis de Besançon. Yes. Mais voilà, je décide de prendre le train et d'acheter le gâteau le jour même. Et donc Donc l'ispahan, juste, c'est un macaron rose framboise et litchi, c'est c'est ça? ça, voilà, sous Ouais. forme de gâteau. Donc c'est vraiment génial, je vous le recommande. Pas de pub, mais effectivement c'est très bon. C'est aussi le gâteau préféré de ma mère, surtout. Donc je me rends dans la boutique, tu sais, qui est située avenue de la Paix. Ah Mm. non, pas avenue de l'Opéra, pardon, avenue de l'Opéra. J'arrive dans la boutique, donc une queue phénoménale. Tu penses bien que je suis pas le seul à vouloir un gâteau, 24. voilà, le 24. J'arrive finalement au stand et là on me dit que le gâteau n'est plus disponible et que c'est pas très malin effectivement de venir là le 24 midi pour récupérer le gâteau et que c'est pas possible, tu vois. Mais que quand même, et c'est là que je garde un peu espoir, que je donne mon numéro de téléphone, que si jamais, par magie, la magie de Noël, encore une fois, parce que à Mm. Noël il se passe des choses incroyables, la magie de Noël opère, voilà, on peut m'en trouver un, on m'appelle et on pourra effectivement me trouver le précieux sésame, tu vois, parce que moi j'ai pas envie de m'attirer les foudres de ma maman le soir de Noël, ça serait terrible, tu vois. Donc je précise bien ça. Je dis bien que c'est le gâteau préféré de ma mère, que si jamais j'arrive pas, enfin je suis déshérité en fait, tout simplement, tu vois. Donc il y a de ça. Donc C'est tout à fait légitime de sa part, moi je trouve. exactement, voilà, c'est bien de prendre son parti, Marine. Moi je retourne au bureau, assez préoccupé, assez inquiet. Et là, je reçois un appel, tu vois, au milieu de l'après-midi, de la même personne qui avait pris ma demande en charge et qui me Mm. dit, Monsieur, j'ai fait toutes nos pâtisseries, je suis même allé à l'atelier, je suis même allé vraiment là où ils confectionnent les gâteaux. Et j'ai fini par vous dégoter effectivement le précieux sésame parce que vraiment le gâteau était sold out partout. J'étais allé même aux Galeries Lafayette pour voir si elle disait vrai. Il n'y avait plus rien, les Ouais. rayons étaient vidés, tu vois. Et je pense que ouais, elle est allée jusqu'à l'atelier de production, tu vois, vraiment de Pierre Hermé, et elle m'a dégoté vraiment le précieux sésame. Sauf que moi, tu vois, il était trop tard, j'allais prendre mon train, Ben oui. j'avais pas le temps, et en fait, voilà, elle m'a envoyé un coursier qui est venu me déposer in extremis le gâteau. Enfin, voilà, génial. Ah, génial. Ah, vraiment pour Mm. le coup, tu vois, et je trouve que il y a eu à la fois du sentiment, je pense qu'elle l'a pris personnellement parce qu'elle s'est dit: «Attends, c'est sa maman», tu vois? Et je pense que l'histoire lui a parlé. Elle s'est sentie préoccupée par ça parce qu'elle aurait très bien pu me dire: «Bah non, y a plus rien», tu vois? Enfin, c'est foutu. Vous n'aurez pas d'héritage, monsieur Tran. Non, tu vois? Je pense que vraiment elle a été hyper humaine, à la fois dans la compréhension de mon besoin, dans le suivi de ma demande et ensuite dans la solution qu'elle m'a proposée. Mm. Et tu vois, je me suis senti compris, privilégié, et vraiment, elle m'a sauvé la vie, en fait. Donc voilà. Voilà. Ah oui, carrément. Ben oui, oui, en même temps, c'était un gros enjeu. Et donc, du coup, elle t'a fait payer ton gâteau, bien évidemment. Est-ce qu'elle t'a fait payer la livraison par Pas, coursier? même pas, tu vois, c'est ça qui est génial, hein, pour le Ah coup. ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, je pense elle l'a pris vraiment personnellement, et elle s'est dit: «Non, bougez pas, monsieur, dans 20 minutes, il y a un coursier qui va arriver, vous aurez votre gâteau et votre maman sera contente ce soir. Si vous pouvez juste me donner un petit coup de fil», et c'est ça qui est génial. C'est vrai que je continue l'histoire. Si vous pouviez me donner un coup de fil juste après les fêtes pour me dire si elle était contente, ça me ferait vraiment plaisir, tu Oh, vois. Donc voilà. Non, c'est une super histoire. Je trouve ça génial pour le coup, trop bien. et ma maman s'est régalée. Voilà. Bon, bah cool. Bon, essaie d'anticiper quand même cette année, hein. Bah, je sais pas si Noël est annulé cette année, Marine, mais oui, dans le cas Ah, où Noël aura lieu, oui, j'appellerai Pierre Hermé en personne pour lui dire de bah, préparer un tout à gâteau fait. pour moi. Et du coup, quelle est ta pire expérience client? Et du coup, si t'en as donné une aussi positive, j'espère que t'en as une historiquement Ah, bah négative. oui, bien sûr, toujours. Alors, j'en ai une, tu vois. Alors,
bizarrement, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé personnellement, mais c'est quelque chose auquel j'ai assisté et qui m'a un peu fendu le cœur, tu vois. Donc Mhm. c'est quelque chose que j'aime raconter aussi. Alors moi, oh là là, je vais donner une image de moi. Je suis friand de fast-food américain. Ça peut arriver, non, de temps en temps, dans un moment de faiblesse, de se laisser aller et et de se dire, bon, bah oui, allez, pourquoi pas, c'est dimanche soir ou lundi soir. J'ai une petite fringale, je me rends Je peux citer la marque ou pas? Oui, peut-être. Oui. Ah bah oui, oui, oui. Non, mais c'est que je suis en train de t'imaginer avec le tout début de notre conversation en tenue de pompier, en train de regarder le show Livy avec le gâteau Pierre Hermé et le fast-food américain chez toi. Le mec n'a aucun sens, quoi. Voilà. Donc ouais, non, ouais, je suis un grand fan de McDo. Malheureusement, tu sais, ça fait un peu appel à l'enfance et de temps en temps, ça fait quand même du bien. Donc Mhm. voilà, il y a un soir où je me suis rendu dans cette belle enseigne américaine et où tu vois, tu peux commander via des grandes bornes, en fait, où tu commandes via Oui, des grandes bornes ton menu. Euh, et en fait, à côté de moi, enfin pas très loin de moi, en fait, il y avait une personne assez âgée qui était là et qui en fait essayait de commander, tu vois, et vraiment avait mm, beaucoup de difficultés à commander, ne comprenait pas le principe de la borne, n'arrivait pas à mm. payer, n'arrivait vraiment pas à faire quoi que ce soit. Je l'ai observé en fait. Enfin, je me suis dit qu'il y a quand même quelqu'un qui va se bouger, il y a quand même quelqu'un qui va arriver pour l'aider, tu vois. Enfin, de chez McDo, hein, je te parle pas de quelqu'un de Oui, bien sûr, là, tu bien vois. sûr. Euh, Cette personne-là est même allée jusqu'à aller en caisse, tu vois, pour dire est-ce que je peux commander au comptoir? Est-ce que je peux commander un sandwich au comptoir parce que j'arrive pas à le faire? Et en fait, les gens lui ont dit non. Les gens lui ont dit bah non, en fait, il faut faire via la borne, sinon nous les commandes, elles n'y arrivent pas, tu vois. Donc je me suis dit, mais attends, mais c'est terrible. Et ça m'a fendu le cœur, Marine. Vraiment, ça m'a fendu le cœur. Et donc enfin, je me suis dit, mince, vous avez un client qui vient chez vous, qui veut acheter, et vous lui dites non, c'est pas possible. Déjà, premièrement, ça, je Non, ne mais c'est comprends ça. pas. Et en plus, a beaucoup de difficultés. Donc, tu vois, c'est terrible. Donc, du coup, j'ai détesté, et voilà, dans mon grand âme charitable, j'ai passé la commande avec ce monsieur. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de passer la commande avec lui. Et j'ai un peu discuté avec lui, j'ai attendu la commande avec lui, on a tout fait ensemble Oh, c'est et gentil. c'était génial. Mais tu vois, c'est ce genre de choses, ne pas s'adapter à la personne que tu as en face de toi et tu vois, Mais c'est l'illustration même de ces boîtes qui sont trop processées et où du coup, bah, forcément, quand il y a un truc qui est hors process, eh bah, ils font un gros blocage, quoi. ouais, c'est ça. Enfin, moi, je peux pas entendre je ne peux pas, quoi, ou on ne peut pas. Je peux plus entendre ça. Je pense que vraiment, il y a toujours une solution quand tu mets du tien et quand tu mets enfin, du bon sens, du bon vouloir. Donc, voilà. Mm, Voilà, ça m'est pas arrivé à moi, mais j'y ai assisté et ça m'a fait mal au mm. cœur. Ouais, Donc, voilà, je voulais t'en parler. Voilà. ouais. Ok, ok. Et pour finir, qui est-ce que tu aimerais bien entendre sur ce podcast? Ah, eh ben, écoute, pas mal de monde finalement, mais moi j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière, à l'élection du directeur client de l'année auquel j'ai aussi moi Mhm. participé et j'ai eu la chance de remporter aussi un prix. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Damien Nutens, qui est directeur des opérations clients chez Butagaz, qui est quelqu'un d'assez inspirant, voilà, et qui est effectivement quelqu'un à qui j'ai pu échanger aussi lors de la cérémonie, que j'apprécie beaucoup en plus, qui est une personne que Ouais, il j'apprécie est beaucoup. chouette, Damien. Ouais. Ah bah tu le connais, ah bah voilà. Oui, je le connais. Voilà, qui, je pense, a beaucoup de choses à partager en termes de customer experience. Voilà, donc si jamais tu peux lui demander. Mais après, après on peut se lâcher, non? Tu peux aussi demander à Kanye West pourquoi il s'est présenté aux élections présidentielles. Tu peux Oh, aussi, punaise. tu peux aussi, t'as des invités aussi. Si on peut se lâcher sur les invités, tu peux y aller. Mais non, plus sérieusement, ouais, je pense que Damien a des belles choses à partager. Bon, bah écoute, top, je m'y attelle. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Nam, c'était hyper intéressant et franchement au final on a balayé quatre dispositifs que tu as lancés et c'était très dense et très concret. Donc merci pour tous les exemples que tu as donnés et pour avoir, enfin c'est exactement ça ce que tu veux faire avec ton livre en plus, c'est désacraliser tout ce qui tourne autour de l'expérience client et en parler avec
avec justesse et avec des mots, des mots que tout le monde peut comprendre, quoi, et des situations surtout dans lesquelles tout le monde peut s'identifier. Exactement. Donc, non, merci à toi, surtout merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Et puis, vraiment, je salue l'initiative. Ce podcast est formidable. J'invite vraiment tout le monde à s'abonner, à l'écouter. Pas parce que c'est le mien, pas parce que c'est le mien aujourd'hui, mais parce que c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Nam. Merci beaucoup, Marine. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.